Donc pour l'exercice 2, donc on a E grand E, un R espace vectoriel de dimension finie, et puis donc un produit scalaire qui est défini sur E. Donc on considère bêta E1, En une base de E et la matrice grand A. Alors c'est la matrice dont les coefficients donc, sont les produits scalaires entre EI et EJ. Donc en IM ligne, on a le produit scalaire entre EI et EJ. Alors on peut faire une remarque, grand A, je m'y attarde un petit peu parce que c'est une matrice que vous pouvez encore rencontrer, c'est un classique, c'est ce qu'on appelle la matrice du produit scalaire dans une base, donc là c'est la base bêta. D'abord, le produit scalaire est symétrique, donc le produit scalaire entre EI et EJ est égal au produit scalaire entre EJ et EI, et donc ça signifie que l'élément en IM ligne et JM ligne est égal à l'élément en JM ligne et IM ligne. Donc en fait, la matrice grand A est une matrice symétrique. Sur les éléments diagonaux, on va rencontrer le produit scalaire entre EI et EI, c'est-à-dire donc la norme de EI au carré. Donc on aura des éléments positifs sur la diagonale. Et par contre, on ne peut pas dire grand-chose du signe des éléments en dehors de la diagonale. Alors, le résultat intéressant, donc, c'est que cette matrice grand A va nous permettre de calculer le produit scalaire. Donc, plutôt que d'effectuer le produit scalaire, je dirais à la main, comme ceci, eh bien, on va le calculer matriciellement. Et en plus, là, on a une égalité, donc c'est un petit peu comme en algèbre linéaire où on avait un vecteur et une application linéaire, et puis une fois qu'on se donne une base, et bien, on peut regarder la matrice de cette application linéaire dans la base donnée. Alors, je parle ici d'un endomorphisme, on n'a besoin que d'une seule base. Et puis, on peut donc pour le vecteur considérer la matrice du vecteur donné, et puis si le vecteur s'appelle x et l'application linéaire s'appelle f, calculer f de x revient à effectuer le produit matriciel, la matrice de l'endomorphisme f multipliée à droite par la matrice du vecteur x. Voilà. Et donc cette traduction matricielle qu'on effectuait en algèbre linéaire, eh bien on peut aussi l'effectuer ici sur le calcul d'un produit scalaire. Et là c'était non seulement une traduction, c'est non seulement une traduction ici, mais même une égalité, puisque à droite et à gauche on a des nombres réels. Donc c'est une égalité dans R ici. Alors comment démontre-t-on ceci pour tout x et pour tout y de E? Eh bien on reprend une idée qu'on a déjà utilisée à plusieurs reprises et sur laquelle j'ai lourdement insisté hier, c'est-à-dire que plutôt que de démontrer que la propriété est vraie pour tous les vecteurs, on va seulement la démontrer pour un certain nombre de vecteurs, on va la démontrer pour les vecteurs de la base. Alors pourquoi ça? Eh bien parce que les deux applications ici, donc celle qui a xy associe le produit scalaire xy, c'est une application bilinéaire. Et alors c'est vrai que je suis là un peu rapidement, mais l'application qui a xy associe la matrice de x dans la base bêta transposée, donc la transposée de cette matrice, comme on le voit en dessous, hein, c'est une matrice ligne, multipliée par la matrice grand A, multipliée par la matrice y, c'est une application bilinéaire. Alors c'est assez simple parce que par exemple si vous fixez y, eh bien, si on fixe y, l'application consiste à associer dans ces cas-là à x la transposée de la matrice de x dans la base bêta. Alors on sait que la transposée d'une somme, c'est la somme des transposées. Enfin, l'application de transposition est une application linéaire. Et puis le fait d'associer à un vecteur sa matrice dans une base fixée, eh bien cette application-là, associer à un vecteur sa matrice dans une base, c'est une application linéaire. Donc on a bien pour y fixé, à x on associe ce qui est à droite ici, on a une application linéaire. Donc l'application ici est linéaire pour la première variable, elle est linéaire pour la deuxième pour les mêmes raisons, elle est donc bilinéaire. Donc ces deux applications sont bilinéaires, on peut démontrer aussi qu'elles sont symétriques d'ailleurs, et on pourrait même se contenter dans ces cas-là de démontrer l'égalité donc l'égalité qui est ici, pour des vecteurs de la base avec des indices dans l'ordre croissant. Mais bon, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, donc une fois que les applications sont bilinéaires, et bien démontrer l'égalité là qui est encadrée,
il suffit donc de la démontrer sur les vecteurs de la base. Donc c'est parti, c'est ce que j'ai fait donc ici. Donc j'ai considéré deux vecteurs, donc EI et EJ, en prenant I et J tous les deux entre 1 et n. Et puis donc on va calculer à droite et à gauche l'expression avec x qui vaut EI et y qui vaut EJ. Et puis ça va suffire pour démontrer l'égalité. Alors, si vous n'avez pas fait ça, peut-être que vous avez des sommes dans tous les sens et que vous avez pleuré, ou en tout cas, voilà, là, c'est beaucoup moins agréable. Alors, je descends un petit peu, voilà. Donc, si on calcule la transposée donc, de la matrice EI, donc c'est le IM vecteur de la base. Alors, c'est la base, la matrice dans la base bêta. Et donc la matrice dans la base bêta, eh bien, du IM vecteur, ses coordonnées donc, sont 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Puisque le IM vecteur, il est égal à une fois lui-même. Une fois le IM vecteur. Et puis, donc la matrice transposée, c'est donc une matrice ligne, comme on l'a dit juste avant. La matrice de EJ dans la base bêta, bah, comme EJ est le JM vecteur, c'est donc une matrice avec que des 0 et puis un 1 en JM ligne. Là, bien entendu, le 1 ici est en IM. IM ligne quand on n'a pas transposé, et là, c'est le IM coefficient. Et puis la matrice grand A, donc c'est la matrice des EI scalaires EJ. Donc il faut juste s'accrocher un tout petit peu à la définition qui n'est pas compliquée hein, pour comprendre ce que c'est que la matrice grand A. Donc en coefficient 1, 1, bon, on a E1 scalaire E1, en coefficient 1, 2, on a E1 scalaire E2, etc. En coefficient 1, n, on a E1 scalaire En. Alors, ce produit, donc comme c'est un produit matriciel, il est associatif, donc j'ai commencé par effectuer le produit avec la matrice colonne parce qu'on est plutôt habitué à faire ce genre de choses. Et donc en fait, puisqu'il y a un 1 uniquement en JM position, il ne va rester, donc le résultat est une matrice colonne, et on aura ne restera des éléments de la ligne que le JM coefficient. Donc c'est-à-dire E1 scalaire EJ, E2 scalaire EJ, etc. En scalaire EJ. Et puis après on effectue le produit scalaire avec cette matrice ligne là, où le 1 est en IM position, donc là ne restera que l'élément de la IM ligne, et donc l'élément de la IM ligne c'est EI scalaire EJ. D'où l'égalité. Alors pour la question 2, donc on va regarder concrètement une application de ceci, enfin une application, un exemple en tout cas. Donc on va se placer dans un espace grand E qui est R3 de x, donc un espace de dimension 4, espace vectoriel de polynômes de degré 3 au plus, et le produit scalaire, comme on l'a vu très souvent, hein, c'est l'intégrale. Alors là c'est entre moins 1 et 1, on peut choisir différentes bornes d'intégrale. En général on prend, alors c'est soit moins 1, 1, soit 0,1, soit 0,2 pi, c'est les bornes les plus classiques, mais vous pouvez rencontrer des choses un peu moins sympathiques. Bref, là c'est l'intégrale entre moins 1 et 1 de P de t, Q de t dt. Donc on prend les fonctions polynômes associées au polynôme P et Q. Alors, donner la matrice grand A associée à ce produit scalaire dans la base canonique de grand E. Donc la base canonique, je l'ai prise dans l'ordre croissant des puissances des polynômes, donc 1, x, x2, x3. Donc j'ai calculé, eh bien, E1 scalaire E1, c'est-à-dire en fait 1 scalaire 1, donc c'est l'intégrale entre moins 1 et 1 de la fonction constante égale à 1, qui est donc la valeur de la constante 1 fois la longueur de l'intervalle qui est 2, donc 1 fois 2, on trouve 2. Ensuite, j'ai calculé donc l'intégrale entre moins 1 et 1 de 1 fois x, enfin de 1 fois t dt, donc c'est-à-dire de t dt, donc ça donne avec une primitive t carré sur 2, et t carré sur 2, de toute façon, comme c'est une fonction impaire, il n'y a pas à s'embêter, l'intervalle d'intégration est symétrique par rapport à 0, donc l'intégrale est nulle. Alors de même ici, la fonction à intégrer est la fonction qui a t associe t3, elle est impaire, l'intégrale est nulle. De même ici, on a la même fonction, et puis de même ici, on a la même fonction, c'est-à-dire qu'on a une fonction impaire, donc l'intégrale est nulle.
Alors il en reste les autres, je ne vais pas toutes les détailler, je vais en détailler deux, allez. Donc par exemple ici, donc le produit scalaire entre 1 et x2, donc pour reprendre la définition qui est au-dessus, c'est donc 1 fois t carré. Donc là on a une fonction paire. Donc on intègre tout simplement, on a une primitive en t3 sur 3, et pris en 1, ça donne donc 1 tiers, et de même, enfin moins la valeur en moins 1, et donc moins 1 tiers, donc on va trouver 2 tiers. Et puis, allez, le dernier par exemple, donc x3 fois x3, donc en fait, le produit scalaire entre x3 et x3 est donc égal à l'intégrale entre moins 1 et 1 de t3 fois t3, c'est-à-dire de t6. On a une primitive en t7 sur 7, la valeur en 1 c'est 1 septième, et puis quand on soustrait la valeur en moins 1, on rajoute un septième, donc 2 septièmes. Donc voilà la matrice ici qui est symétrique, hein, puisque j'ai calculé x2, x3 par exemple, mais pas x3, x2 pour... ça ne sert à rien grâce à la symétrie, enfin c'est inutile grâce à la symétrie. Donc finalement on n'a que la partie triangulaire supérieure ou inférieure à calculer, et puis par symétrie de la matrice, on a toute la matrice. Donc voilà un exemple. Et donc avec cette matrice-là, eh bien, si vous voulez après calculer, eh bien, c'est vrai que j'aurais peut-être pu rajouter un exemple d'application. Donc si on veut calculer, vous prenez un polynôme P quelconque, un polynôme Q quelconque, et bien pour calculer le produit scalaire entre P et Q, alors attention, quelconque, mais dans R3 de X, eh bien, plutôt que de repasser par l'intégrale, eh bien, on va écrire dans une matrice ligne les coefficients de P fois la matrice A fois dans une matrice colonne les coefficients de Q, et on effectue le produit scalaire de ces trois matrices exactement comme ça a été fait, voilà ici. Et donc ça permet de calculer un produit scalaire via une matrice. Donc c'est ce qu'on appelle, hein, comme je le dis en tout début tout à l'heure, la matrice du produit scalaire. Le nom n'est pas très original, mais en tout cas c'est parlant. Mais attention, c'est matrice dans une base, puisqu'on travaille dans la base bêta, dans une base fixée. Alors vous allez me dire, oui, et si on change de base, eh bien, il y a des formules de changement de base pour ce genre de choses aussi. Voilà. Qui sont un petit peu différentes des formules de changement de base pour les endomorphismes et pour les applications linéaires de façon générale. Voilà pour cet exercice. L'exercice 3. Donc on a toujours un espace vectoriel euclidien, alors c'est-à-dire que, donc là et maintenant il faut que vous le sachiez, on n'a pas encore utilisé le mot euclidien, donc espace vectoriel euclidien, c'est-à-dire c'est un espace vectoriel qui a en plus donc plusieurs caractéristiques. Premièrement, c'est un espace vectoriel sur R, donc le corps c'est R. C'est un espace vectoriel qui est de dimension, donc un espace vectoriel réel qui est de dimension finie, donc un espace euclidien. Et enfin, dernière chose, il est muni d'un produit scalaire. Donc c'est-à-dire que en fait, quand on dit espace vectoriel euclidien, il n'y a pas une chose, il y a, on pourrait dire deux choses, éventuellement deux objets. D'une part l'espace vectoriel, et d'autre part un produit scalaire sur cet espace vectoriel. Donc quand on vous dit soit grand E un espace vectoriel euclidien, hein, c'est une sorte de kit qu'on vous fournit, il y a un espace vectoriel sur R de dimension finie avec un produit scalaire. Et vous avez tout ça à votre disposition. Alors la question est de montrer que quel que soit x et y dans R2, on a l'inégalité qui est ici. Donc évidemment la norme ici, hein, donc c'est la norme du produit scalaire. Alors pourquoi c'est R2? Non, c'est E2 en fait, ici. Ah oui, je suis en train de... J'ai pas fait attention. Non, on va utiliser E2 d'ailleurs, soit X et Y dans E2. Bon, personne n'a fait la remarque, moi non plus jusqu'à présent. Donc, c'est parti. Alors, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai pris l'expression de gauche, donc 2 plus la norme au carré de x plus y. Donc 2 plus la norme au carré de x plus y, c'est donc 2 plus, la norme au carré c'est x plus y scalaire x plus y. Là j'ai distribué directement, donc alors pour distribuer directement, je sais que souvent en début de chapitre vous distribuez un petit peu lentement, vous faites x fois x plus y fois x plus y,
Et puis, alors essayez d'aller directement, d'écrire directement les 4, alors on peut même en écrire que 3, c'est-à-dire x scalaire x, plus 2 fois x scalaire y, plus y scalaire y. Bon là j'ai séparé x scalaire y et plus y scalaire x, mais on peut écrire 2 fois x scalaire y. Voilà. Une fois qu'on est là, on voit apparaître quoi? Eh bien des choses qui apparaissent dans le membre de droite, c'est-à-dire x scalaire x, c'est donc la norme de x au carré, et y scalaire y, donc c'est la norme de y au carré. Donc on a finalement 2 plus 2 normes de 2 produits scalaires x scalaire y, et plus la norme de x au carré, la norme de y au carré. Alors ensuite j'ai développé le membre de droite, donc 2 facteur de 1 plus norme de x au carré, facteur de 1 plus norme de y au carré. Donc voilà, j'ai tout distribué tout simplement, hein. Donc il y a 4 termes ici, dans cette somme. Et puis donc finalement j'ai comparé, je vais essayer d'encadrer pour que vous voyez, donc cette expression-ci, donc qui est l'expression de droite développée, et puis cette expression-ci, qui est l'expression de gauche développée. Ah oui, non, j'ai oublié un petit morceau ici, voilà, j'ai oublié le 2+. Ok. Ce qui fait que donc pour les comparer, donc celle du haut, l'encadré du haut doit être inférieur ou égal à l'encadré du bas. Donc pour les inégalités, on va soustraire aux deux membres de l'inégalité pour les comparer. Il y a norme de x au carré ici, là il y a 2 normes de x au carré, donc je vais soustraire norme de x au carré des deux côtés, de même norme de y au carré des deux côtés. Donc finalement, il va rester quoi? Eh bien, il va rester dans l'expression qui est au-dessus ici, il va rester uniquement 2x scalaire y, et il faut démontrer que 2x scalaire y est inférieur ou égal, donc à norme de x au carré, il y en avait 2, il en reste une, plus norme de y au carré, il y en avait 2, il en reste une, et plus, on n'a pas touché, 2 fois norme de x au carré, norme de y au carré. Alors, cette inégalité, hein, il y a beaucoup d'inégalités faisant intervenir des produits scalaires. Donc, il y en a quelques-unes qu'on a démontrées en cours, les très classiques. Voilà. Et puis, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des livres ou pas, il me semble que oui. Si vous avez cherché des exercices ou pas, mais vous risquez très fortement de tomber sur des inégalités. Quand vous êtes dans le chapitre produit scalaire, la difficulté comme ici, c'est une difficulté technique. Quand vous n'êtes pas dans ce chapitre-là, c'est ce qu'on va voir dans l'exercice d'après, disons que c'est moins explicite qu'il faut utiliser un produit scalaire. Et là, c'est pas du tout, il faut y penser, quoi. Là, c'est une question qui n'est pas toujours évidente de penser à utiliser un produit scalaire quand on n'est pas dans le contexte de produit scalaire. Bref, revenons à nos moutons. Donc, il reste ceci à démontrer. Donc pour démontrer cette inégalité, eh bien j'ai passé le membre de gauche à droite, et comme ça il reste à démontrer que la différence est positive. Donc la différence c'est norme de x au carré, plus norme de y au carré, plus 2 fois norme de x au carré, norme de y au carré, moins 2 fois le produit scalaire. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai passé, alors là il y avait une astuce, hein. La norme de x au carré, je l'ai passée en x scalaire y, pardon, x scalaire x, et la norme de y au carré en y scalaire y. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que l'élément, évidemment, embêtant, on veut démontrer que tout ça, c'est positif. L'élément embêtant, évidemment, c'est la soustraction du 2x scalaire y. Tout le début de l'expression, la somme des 3 premiers termes est positif. Mais alors même s'il y avait un plus, hein, ici d'ailleurs, faites attention, méfiez-vous de ça, hein, même s'il y avait un plus, on ne maîtrise pas, a priori, le signe d'un produit scalaire. Donc, le produit scalaire n'est pas à valeur dans R+. Le produit scalaire est à valeur dans R. Donc attention à ça. Donc même si on avait un plus à la place du moins, de toute façon, ce serait embêtant parce que on ne maîtrise pas le signe du produit scalaire, donc la différence ici, qui pourrait être une soustraction, on ne connaît pas son signe, hein. On ne connaît pas son signe, on ne peut pas conclure simplement. Alors, l'idée, puisque le problème vient du produit scalaire, eh bien, ça a été donc de retransformer des normes en produits scalaires. Donc j'ai retransformé x scalaire x, le y scalaire y, et moins 2 fois x scalaire y. Et ça ressemble
alors quand je dis ça, c'est-à-dire x scalaire x plus y scalaire y moins 2x scalaire y, c'est donc moins x scalaire y moins x scalaire y, ça ressemble très fortement au développement qu'on a effectué ici. Sauf qu'il y a un moins sur l'espèce de truc qui ressemble vaguement à un double produit, pour parler... en tout cas, c'est à ça que ça fait penser. Et donc, si ça fait penser à une sorte de double produit, c'est comme si un petit peu on avait, alors, moins y, donc plutôt que d'écrire moins 2x scalaire y, j'ai écrit plus 2x scalaire moins y. Et donc, faisant apparaître ici moins y, eh bien, grâce à la bilinéarité, le y scalaire y, j'ai transformé en moins y scalaire moins y. Voilà l'astuce ici. Donc finalement, cette expression-ci, eh bien, c'est le développement de x moins y scalaire x moins y. L'idée étant la suivante, l'idée que j'avais derrière la tête, c'est on veut démontrer que c'est positif. Et qui est positif? Eh bien les normes. Donc si on arrive à montrer qu'on additionne deux normes, alors on a quelque chose de positif. Et donc c'est bien ce qu'on fait ici apparaître. C'est la norme. Ah d'ailleurs il y a un petit 2 qui manque ici, pourtant je m'étais relu, mais ouais, donc il y a un petit 2, donc c'est norme de x moins y au carré. Plus donc ce qui est à droite là, qui est positif aussi, donc tout le monde est positif, et c'est bon, on peut conclure. Alors, j'ai vu qu'il y avait des questions. Alors, donc cet exercice 4, donc on vous l'indique, hein, en utilisant une inégalité de Cauchy-Schwarz pour le produit scalaire usuel de R4. Alors, on est gentil, hein, on vous dit, ceci dit, en général, on vous le dira, qu'il s'agit du produit scalaire usuel de R4. Enfin, en général, c'est le produit scalaire usuel qu'on utilise. Donc le produit scalaire usuel, celui qui a x, y, z, t dans R4, et a x', y', z', t', deux vecteurs de R4, associent x, x' plus y, y', plus z, z', plus t, t'. C'est ce qu'on appelle le produit scalaire canonique, celui qui est le plus naturel. Il n'y a que dans R2, R3, R4, R5, enfin Rn de façon générale, qu'on a l'existence d'un produit scalaire qualifié de canonique. Il n'y a pas de produit scalaire canonique sur les polynômes. Vous avez vu tout à l'heure qu'on pouvait en définir un avec une intégrale, on peut changer les bornes de l'intégrale, on peut utiliser l'évaluation pour définir un produit scalaire avec des polynômes, ou mélanger l'évaluation et une intégrale, comme on l'a déjà fait. Donc il n'y a pas de produit scalaire canonique pour les polynômes. Par contre, le produit scalaire usuel, quand on vous dit ça, c'est que c'est forcément dans Rn, et c'est celui que je viens de décrire, donc celui qu'on va utiliser ici dans R4. Alors il faut démontrer que pour tout réel x, y et z, on a cette inégalité-là. Alors je pense que j'étais comme vous, au départ, on se demande un petit peu comment attaquer les choses, on voit pas forcément très bien. Alors, quelle est l'idée? On se dit un produit scalaire, donc l'inégalité de Cauchy-Schwarz, je l'ai réécrite ici, donc avec, alors, soit on l'écrit avec des carrés partout, soit on l'écrit sans carré. Donc je vais l'entourer, l'encadrer, comme ça on la verra bien. Voilà. Oui, il ne fait pas bien se placer. Bon, je crois qu'il y a des jours, c'est comme ça. Donc cette inégalité, à moins que je déplace, non, ça sert à rien du tout. Okay. Cette inégalité de Cauchy-Schwarz ici, donc comme je disais, soit on l'utilise avec ou sans carré. Donc ici, sachant qu'on a des carrés qui interviennent à gauche, on va plutôt l'utiliser donc sous la forme qui est donnée là avec des carrés. Bon, alors ça c'est fait. Le terme qui est inférieur ou égal, c'est le produit scalaire. Donc là, a priori, un quart devrait être un produit scalaire entre deux vecteurs u et v. Alors ça saute pas aux yeux, on se demande un petit peu lequel au départ. Ensuite, à droite, on a norme de u carré fois norme de v carré. Alors, là, ce qu'on a à gauche, donc le terme majorant. Le terme majorant, en théorie, c'est un produit de deux normes au carré. Là, le terme majorant, on ne voit pas spécialement un produit de deux normes, on a plutôt l'impression que c'est une seule norme au carré. Et donc, c'est ça qui doit mettre la puce à l'oreille. On a une seule norme au carré, donc elle est où l'autre? Eh bien, tout simplement, comme on l'a régulièrement vu,
c'est le dénominateur ici, et donc il faut effectuer un bon vieux produit en croix, et donc multiplier par 4. Et donc finalement, l'inégalité qu'il faut démontrer, c'est 4 fois ce terme-là est supérieur ou égal à 1. Et là, ça commence à s'éclairer un petit peu, parce que le 4 est donc la norme au carré d'un vecteur. Et la norme au carré d'un vecteur vaut 4, et bien le vecteur là, en y réfléchissant un petit peu, il vaut donc 1, 1, 1, 1. Ou alors il pourrait être effectivement 0, 2, 0, 0, 0, ça pourrait très bien être ça aussi, mais bon, on voit pas très bien pourquoi il y aura un 2 qui interviendrait ici tout à coup. Alors quel est l'autre vecteur? Eh bien, l'autre vecteur, on a une somme de 4 carrés, et donc ça signifie a priori que chacun des carrés correspond à une composante du vecteur, enfin une des composantes du vecteur, on a 4 composantes ici. Et donc j'ai repris les 4 composantes, 1 moins x moins y moins z et z. Alors vous allez me dire, et le produit scalaire à droite il vaut 1? Eh bien en fait oui, parce que le produit scalaire, donc c'est 1 fois 1 moins x plus 1 fois 1 moins x moins y plus 1 fois y moins z plus 1 fois z. C'est-à-dire en fait la somme des composantes du vecteur v. Et la somme des composantes, bah, comme il y a moins x, moins y plus y, moins z plus z, les x, y, z disparaissent et il reste seulement 1. Voilà, donc c'est ce que j'ai mis à droite ici, enfin en dessous plutôt, pardon. Donc la norme, alors là attendez, je me suis un petit peu embrouillé. Oui, c'est correct, mais c'est au carré normalement, hein. Bon, même si ce serait mieux de mettre au carré, quoi, voilà. Et donc j'ai tout mis au carré au-dessus, donc on va tout mettre au carré. Donc le produit scalaire au carré, même si il vaut 1, donc 1 au carré c'est 1, c'est pas faux. Donc c'est donc 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré fois 1 moins x au carré plus x moins y au carré plus y moins z au carré plus z au carré. Voilà. Si on est très très rigoureux. Et donc c'est exactement l'inégalité, hein, qui est demandée. Dans la question 2, une fois qu'on a résolu la question 1, c'était la plus difficile, mais après la 2, si on n'a pas la 1, on est un petit peu embêté. Donc il faut résoudre le cas d'égalité en fait, x moins y au carré plus y moins z au carré, etc. Donc le cas d'égalité, eh bien c'est le cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et donc on sait qu'il y a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, l'inégalité entre deux vecteurs, enfin l'inégalité de Cauchy-Schwarz que j'ai écrite ici avec deux vecteurs U et V, si et seulement si les deux vecteurs U et V sont collinéaires. Donc sachant que mon vecteur U est non nul, donc ça équivaut à dire qu'il existe un lambda tel que U égale lambda V. Donc, existence d'un scalaire, hein, qui donne une relation de collinéarité entre les deux vecteurs. Donc, ça signifie que 1 moins x est égal à lambda fois 1, donc lambda. X moins y est égal à lambda fois 1, donc lambda. De même pour y moins z, de même pour z. Donc on a z égale lambda. Quand on additionne tous les coefficients, enfin toutes les lignes de ce système, on va trouver donc à nouveau 1 à gauche et 4 lambda à droite. Et j'ai Benjamin qui m'écrit en même temps, je sais pas si c'est important, je vais regarder. Et donc je disais que quand on additionne, on a 1 égale 4 lambda, donc lambda égale 1 quart, donc finalement z égale lambda est égal à 1 quart, et une fois qu'on a la valeur de lambda, il n'y a plus qu'à remplacer, et qu'on a z, donc on a l'expression, la valeur de y et de x. Et donc on a unicité du système, et donc on peut vérifier, je vérifie d'ailleurs, hein, pour une fois, donc 1 moins, donc x vaut 3 quarts au carré, plus x moins y, donc c'est 3 quarts moins 1 demi, donc moins 2 quarts, donc 1 quart au carré, et pareil, plus 1 quart au carré, plus 1 quart au carré, ça fait bien un quart, voilà. Donc on a une unique solution qui est 3 quarts, 1 demi, 1 quart. Alors je vais voir ce que me disait Benjamin, mais alors par contre j'ai mes... sur Slack. Donc pour l'exercice 5, on a à nouveau grand E, un espace vectoriel. Alors là c'est l'espace vectoriel des fonctions continues et de pi périodiques sur R.
Donc fonction continue et 2π périodique, c'est un espace vectoriel de dimension infinie. Donc on quitte le cadre des espaces vectoriels euclidiens ici. On est bien sur R, on a bien un produit scalaire, puisque c'est la première question, là on nous fournit un produit scalaire, mais on n'a pas un espace de dimension finie, donc on n'est pas sur un espace euclidien. Alors, montrer que l'opération qui est ici fournit un produit scalaire. Alors, à nouveau, je ne me suis pas trop attardé ni sur la symétrie ni sur la bilinéarité. La symétrie, je dis qu'elle est évidente parce que f de t fois g de t est égal à g de t fois f de t. Donc c'est la commutativité de R qui a pour conséquence la symétrie de ce qu'on définit ici, donc de ce qui va être finalement un produit scalaire. La bilinéarité, à nouveau, c'est une conséquence de la linéarité de l'intégrale. Si on remplace f par f1 plus f2 par exemple, on aura f1 plus f2 fois g, donc c'est f1g plus f2g, et l'intégrale de f1g plus f2g, c'est l'intégrale de f1g plus l'intégrale de f2g. Donc la bilinéarité, c'est une conséquence de la linéarité de l'intégrale et du développement. Alors après, donc on détaille un petit peu, le caractère positif n'est pas très compliqué, on regarde le produit scalaire entre deux fonctions identiques, donc f et f ici, donc c'est 1 sur 2π, l'intégrale de 0 à 2π de f au carré. Le coefficient 1 sur 2π est positif, les bornes de l'intégrale sont dans l'ordre croissant, et la fonction est positive, donc le produit scalaire ici est un nombre positif. Donc on a bien une forme positive. Et une fois de plus, attention au caractère défini, c'est là où il faut marcher sur des œufs. Donc, on suppose que le produit scalaire entre f et f est nul. Ça implique donc que l'intégrale, enfin 1 sur 2π fois l'intégrale est nul. Donc finalement, c'est l'intégrale qui est nulle, et l'intégrale, c'est l'intégrale de 0 à 2π de f au carré. On a l'intégrale d'une fonction positive est nulle, ça implique que sur tout l'intervalle d'intégration, la fonction positive est nulle. Donc sur tout t de 0 de pi, f au carré est nul. Et donc, alors ça c'est une propriété de l'intégrale, et donc ça, évidemment, ça implique que sur 0 de pi, la fonction est nulle, mais comme la fonction est 2π périodique sur R, elle est nulle sur un intervalle de longueur de pi, je ne l'ai pas écrit, donc elle est nulle sur R tout entier. C'est vrai que j'aurais pu mettre ce détail-là. Hein. Elle est nulle sur la fonction est nulle sur un intervalle de longueur 2π, pardon. Et donc la fonction étant nulle sur un intervalle de longueur de pi, comme elle est 2π périodique sur R, elle est donc nulle, j'ai pas précisé ici, nulle sur R. Voilà, donc là on a bien une forme définie. Donc on a bien un produit scalaire. Bon, c'est un produit scalaire très, très classique. C'est celui qui est utilisé pour ce qu'on appelle les séries de Fourier. Et donc les séries de Fourier permettent d'étudier tous les phénomènes, enfin beaucoup en tout cas de phénomènes sinusoïdaux, donc tout ce qui est phénomène ondulatoire. Hein, voilà, beaucoup de résultats sont à la base des séries de Fourier et de ce produit scalaire. Alors, la question 2 est classique, intéressante, mais vraiment très classique. Donc on considère la fonction fk qui va de R dans R, qui est x associé sinus kx. Alors je précise un petit peu les choses. Ici, pour chaque k, on a une fonction fk. Donc ça veut dire qu'en fait, on est en train de définir ce qu'on appelle une suite de fonctions. Alors une famille, quelque part, de fonctions, parce que ici k est compris entre 1 et n, donc on a une famille de fonctions, mais si k appartenait à grand N, de façon générale, on définirait ce qu'on appelle une suite de fonctions. Voilà, donc on a la fonction fk, qui a x associé sinus kx, et il faut démontrer que la famille fk, donc la famille qui est notée grand Fn, donc c'est la famille des fk, pour k compris entre 1 et n, c'est une famille de vecteurs de E orthogonale pour le produit scalaire. Alors, on aborde la notion d'orthogonalité ici. Donc, une famille orthogonale pour le produit scalaire, ça veut dire que quand on prend deux vecteurs de cette famille, ces deux vecteurs, où les vecteurs sont 2 à 2 orthogonaux. Donc, si on prend deux vecteurs distincts, le produit scalaire entre ces deux vecteurs distincts doit être égal à 0. C'est ça qu'il faut démontrer. Donc on va démontrer que quand on prend deux vecteurs distincts, c'est-à-dire ici deux fonctions distinctes, donc avec deux indices distincts, k et k' distincts,
eh bien le produit scalaire entre fk et fk' doit être nul. Voilà comment on démontre que c'est l'application de la définition du fait que la famille est orthogonale. Donc deux vecteurs quelconques distincts doivent être orthogonaux, donc doivent avoir un produit scalaire nul. Et bien après il n'y a plus qu'à entre guillemets appliquer la définition. Donc on a intégrale la définition du produit scalaire, intégrale de 1 sur 2pi fois l'intégrale de 0 à 2pi de sinus kx fois sinus k'x dx. Et alors là, il y a quelque chose qui est très clair, c'est qu'il faut bien connaître ces formules trigonométriques. Vous avez ici une intégrale d'un produit de sinus. Vous savez très bien que l'intégrale d'un produit, c'est pas quelque chose d'agréable. Deux façons de s'en sortir, soit via un changement de variable, soit via une intégration par partie. Alors là, l'intégration par partie, c'est pas très heureux. Le mieux, c'est de pouvoir transformer l'intégrale d'un produit de fonction en l'intégrale d'une somme, pour pouvoir utiliser la linéarité de l'intégrale. Et donc là, c'est ce qu'on fait ici. Donc on a l'intégrale d'un produit, on va le transformer en intégrale d'une somme. Donc là, il faut absolument que vous ayez ce réflexe-là sur ce genre de questions. Tout de suite, il faut penser aux formules trigonométriques de transformation de produits en somme. Comme je vous ai dit en début d'année, je ne vous demande pas de les connaître, mais je vous demande de savoir qu'elles existent et de savoir les retrouver très rapidement. Donc si vous ne savez pas les retrouver très rapidement, c'est l'occasion de reprendre une feuille blanche et puis vous repartez de cos A plus B, cos A moins B, sin A plus B, sin A moins B, vous additionnez, vous soustrayez, vous trouvez des nouvelles formules, et après vous faites le changement de variable U égale A plus B sur 2 et V égale A moins B sur 2 pour retrouver les dernières formules. Et vous vérifiez, donc on doit retrouver le fameux là, cocos ici, si cocos ici. Bref, on applique donc ce produit de sinus, donc c'est 1/2 du cosinus de la différence moins le cosinus de la somme. Et donc là, on va pouvoir linéariser, puisqu'on a une fonction cosinus à intégrer, c'est beaucoup plus simple, enfin deux fonctions cosinus à intégrer, et donc on a des primitives. Alors on a des primitives, donc attention, comme c'est du cosinus de kx moins k'x, donc c'est-à-dire k moins k'x, il y a 1 sur k moins k' qui va apparaître au dénominateur. Et c'est là évidemment qu'on utilise l'hypothèse k différent de k'. Dans le cas où k est égal à k', alors on ne s'est pas demandé dans cet exercice-là, on le rencontrera un petit peu plus tard, je crois. Si k est égal à k', on peut évidemment pas faire ça. Par contre, si k est égal à k', là on aura du cosinus 0, donc ça vaut 1, et c'est tout simplement facile à intégrer. Voilà. K et K' sont positifs, donc la somme K plus K' est non nulle, donc à nouveau, même strictement positif, donc ça justifie le 1 sur K plus K' au dénominateur ici, il ne peut pas être nul non plus. Voilà. Donc on a des primitives de cos en sinus, intégrer ici ne pose pas de difficulté. Et ensuite, que se passe-t-il? Et bien tout simplement, donc on factorise à nouveau par K moins K' ou bien par K plus K', et donc donc K moins K' et K plus K' sont des entiers relatifs, et donc c'est un entier relatif fois 0 ou fois 2pi. Et le sinus, d'ailleurs, même si c'était pi, sinus 0, un sinus kpi est nul, donc, bon, c'est pas le même cas qu'ici, mais le sinus est nul en 0 modulo pi, et donc on retrouve ici que des valeurs qui sont nulles. Donc finalement, le produit scalaire est bien nul, et la famille est bien orthogonale. Et je crois que l'exercice s'arrêtait là, parce que moi je vais pas plus loin.